Pour le mariage de ma sœur, ma famille m'a remis une lettre de désaveu de la part de nous tous, a dit maman au petit déjeuner. Ma sœur s'attendait à ce que je pleure devant la caméra. J'ai plié la lettre, l'ai mis dans ma poche et j'ai souri. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà construit. Le matin du mariage de ma sœur, ma mère m'a tendu une enveloppe pendant le petit déjeuner. Pas une carte, pas un cadeau, une enveloppe, épaisse et de couleur crème, scellée avec ce soin délibéré que les gens emploient quand ils veulent que quelque chose paraisse officiel. Elle l'a posée à côté de ma tasse de café sans un mot, puis est retournée vers le plan de travail de la cuisine où elle a repris le remuage de son thé, comme si elle n'avait pas posé une grenade sur la table. J'aurais dû la laisser là. J'aurais dû finir mes œufs, embrasser ma grand-mère sur la joue et monter me préparer. Au lieu de cela, je l'ai ramassé. Mon nom était écrit dessus, de la main de ma mère. Net, précis, les lettres légèrement trop rapprochées, comme elle écrivait tout. Comme si même son écriture ne pouvait pas se permettre de gaspiller de l'espace. Je l'ai ouverte. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour la lire. 3 paragraphes signés par ma mère, mon père et ma sœur, la mariée dont j'étais actuellement en train d'assister au mariage, dont j'avais fréquenté le dîner de répétition la veille. Dont la robe de demoiselle d'honneur était accrochée à l'étage dans la chambre d'amis avec mon nom sur une étiquette. La lettre disait, dans un langage presque corporatif par sa froideur, qu'à compter de cette date, il retirait formellement leur reconnaissance de ma personne en tant que membre de cette famille, que mes choix, ma carrière, mon appartement. Mon refus d'accepter le poste que mon père m'avait offert dans son entreprise, avait clairement démontré que je n'accordais aucune valeur à ce que cette famille avait construit. Qu'il me souhaitait le meilleur, et qu'il considérait cette affaire comme close. J'ai reposé la lettre. Ma mère me regardait depuis l'autre côté du plan de travail, sa tasse de thé à mi-chemin de ses lèvres. Nous avons pensé qu'il valait mieux le faire maintenant, dit-elle avant la cérémonie. Ainsi, il n'y aura pas de confusion sur la situation. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai regardé la lettre à nouveau. Ensuite, je l'ai pliée soigneusement selon son pli d'origine, l'ai glissée dans l'enveloppe et l'ai rangée dans la poche de ma robe de chambre. D'accord, dis-je. Elle cligna des yeux. Je ne pense pas que ce soit la réaction qu'elle avait préparée. J'ai fini mon café. J'ai porté mon assiette à l'évier. Je suis monté, je me suis assise devant le miroir dans la chambre d'amis, et j'ai commencé à me coiffer. Mon nom est Claire. J'ai 31 ans. Et le matin où j'ai été officiellement retiré de ma famille, je portais une robe de chambre en soie et je mangeais des œufs brouillés. Et j'avais déjà, discrètement, soigneusement, sans le dire à une seule personne dans cette maison, tout changé. Mais je prends de l'avance. Mon père a bâti son entreprise à partir de rien, et il ne nous a jamais laissé oublier cela. Hardgrove Consulting a commencé avec 2 gars dans un bureau d'une galerie marchande en 1989. Et au moment de ma naissance, elle était devenue une entreprise de taille moyenne, respectée dans notre région. Le genre de cabinet dont on reconnaît le nom si l'on travaille dans l'immobilier commercial ou la gestion de la construction depuis assez longtemps. Mon père en était fier, comme d'autres hommes sont fiers de leurs enfants. Intensément, personnellement, d'une manière qui ne laissait pas beaucoup de place à d'autres interprétations. Ma sœur Danielle s'était lancée dans l'entreprise tout de suite après l'université. Elle avait le sens des chiffres et, plus important encore, un talent pour dire à mon père exactement ce qu'il voulait entendre tout en lui faisant croire que c'était lui qui y avait pensé. Elle était bonne dans son travail. Elle était aussi très douée pour être sa fille de la manière qu'il préférait, présente, aimable et entièrement orientée autour du centre de gravité familial. J'aime ma sœur. Je tiens à être clair à ce sujet. Il est possible d'aimer quelqu'un et de comprendre aussi, après des années d'observation attentive, qu'elle a fait de votre diminution un projet. Danielle ne me détestait pas. Elle trouvait simplement utile, de sans façon petite et indéniable, de faire en sorte que je sois toujours un peu plus petite qu'elle aux yeux de nos parents. Je voulais être architecte paysagiste depuis l'âge de 19 ans, assise dans un cours optionnel sur le design environnemental et sentant pour la première fois que quelqu'un avait décrit l'intérieur de ma tête dans un langage que je ne savais pas exister. L'intersection de l'art et de l'écologie et de l'urbanisme. La façon dont un espace public bien conçu pouvait changer la façon dont les gens vivaient leur journée sans qu'ils ne comprennent jamais pourquoi. J'étais obsédé par cela. Mon père pensait que c'était un passe-temps. Tu peux concevoir des jardins le week-end, m'a-t-il dit. L'été avant ma dernière année d'université. Viens dans l'entreprise.
Je te mettrai au développement de projets. Tu seras doué pour ça, Claire. Tu as l'œil pour ça. Il n'avait pas tort sur le fait que j'avais l'œil. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que mon œil appartenait à autre chose. J'ai dit non. Puis j'ai dit non à nouveau l'année suivante, alors que je terminais mon programme de master et qu'il a proposé à nouveau avec un titre plus prestigieux. Et puis j'ai dit non une troisième fois 18 mois plus tard, lorsque ma mère s'est assise en face de moi dans un restaurant et m'a expliqué calmement, autour d'une salade Cobb, que mon père n'allait pas attendre éternellement. Que l'opportunité qu'il m'offrait était plus que la plupart des gens n'obtenaient jamais, et que mon refus de l'accepter embarrassait la famille devant des personnes importantes. Je travaillais dans un cabinet d'architecture paysagiste de taille moyenne depuis un peu plus d'1 an à ce moment-là. Je faisais du bon travail, pas un travail qui faisait la une. Je ne dirigeais pas encore de projet. J'apprenais comme on le fait dans ces premières années, absorbant tout et me rendant indispensable de manière discrète et peu glamour. J'avais aussi, le soir et le week-end, construit quelque chose d'autre, quelque chose dont je n'avais pas parlé à ma famille, quelque chose dont je n'avais parlé à presque personne. La conversation au restaurant s'est terminée par ma mère me regardant par-dessus la table avec une expression que j'avais fini par appeler son visage de conclusion, comme si elle avait fait les comptes et trouvé une réponse finale. « Tu as toujours dû faire les choses à la dure, dit-elle. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai payé ma part de l'addition. Je suis rentré chez moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai continué à travailler. Ce qui est particulier quand on est sous-estimé par les personnes qui vous connaissent bien, c'est la texture de cette expérience. Ce n'est pas comme être un étranger qu'on ignore. C'est plus spécifique que cela. Il y a une histoire. Il y a des preuves. Chaque fois que ma mère changeait de sujet quand je parlais de mon travail, chaque fois que mon père demandait l'avis de Daniel sur quelque chose lié à l'industrie sans penser à me demander le mien. Chaque fois que Daniel m'appelait pour se plaindre de sa semaine et parlait pendant 45 minutes puis disait, bref, assez parlé de moi. Comment ça va, sur un ton qui indiquait qu'elle avait environ 4 minutes d'intérêt disponible. Cela s'accumulait, pas comme de l'amertume exactement, mais plutôt comme de la clarté. Ils avaient une version de moi qu'ils avaient décidé être la bonne, la fille talentueuse mais peu pratique, qui faisait une erreur, mais dont l'erreur était au moins prévisible et contenue, qui finirait par se raviser ou non, mais qui, quoi qu'il en soit, n'était pas une variable qui affectait significativement la trajectoire de la famille. Je les ai laissés garder cette version. C'était utile. Ce que je construisais le soir et le week-end dans la deuxième chambre de mon appartement que j'avais transformé en bureau, c'était ma propre société de conseil en design. Petite au début, juste moi et une entrepreneuse de confiance et une liste de clients que j'avais cultivés lentement, soigneusement, en faisant un travail exceptionnel et en demandant des recommandations à ceux qui l'avaient vu. Je l'ai appelé Meridian Studio. Je l'avais enregistré en SARL 18 mois avant le matin du mariage de ma sœur. J'avais 7 contrats en cours. Je venais de signer une lettre d'intention avec un service des parcs municipaux à 3 états de distance, qui, si elle aboutissait, serait la plus grande commande publique que j'ai jamais traitée. Je n'avais rien dit de tout cela à ma famille. Une partie était de la stratégie. Une partie était de l'autopréservation. Il y a quelque chose dans un rêve qui est encore assez petit pour être fragile. On apprend à le garder loin des gens qui ont l'habitude de manipuler vos choses fragiles négligemment. Au moment du mariage de Daniel, Meridian Studio n'était plus fragile. Mais il ne le savait pas. La cérémonie s'est déroulée dans un vignoble à 40 minutes de la ville. Daniel l'avait planifié avec l'intensité de quelqu'un qui désamorce une bombe. Chaque détail considéré, documenté, délégué. Je me tenais au bon endroit. J'ai souri dans la bonne direction. J'ai tenu mon bouquet à la bonne hauteur car elle nous avait vraiment envoyé un schéma à toutes. Ma grand-mère m'a trouvé pendant le cocktail, près de la fin de la pergola, là où la lumière était bonne et la musique juste assez calme pour parler. Elle avait 78 ans et avait la posture de quelqu'un qui avait décidé il y a des décennies que se tenir voûté ne valait pas son temps. Ta mère me l'a dit, dit-elle sans préambule. Je m'en doutais. Elle semblait s'attendre à ce que je sois fâché contre toi. Ma grand-mère regarda les vignobles, l'heure de fin d'après-midi se déposant sur les rangées de vignes. J'ai dit que j'allais te trouver et te faire un câlin à la place. Elle le fit. Elle me serra longtemps. Tu vas bien, demanda-t-elle. Je vais plus que bien, dis-je. Je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années.
Elle recula et me regarda avec la concentration particulière de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour connaître la différence entre la bravade et la vérité. « Dis-moi, dit-elle. » Je lui ai donc tout dit, pas tout ce qu'il y avait à dire car le temps et les traiteurs commençaient à déplacer les gens vers la tente, mais assez, l'entreprise, les contrats. La lettre d'intention dont j'avais reçu l'appel 4 jours plus tôt, 2 jours avant le dîner de répétition, auquel j'avais assisté pendant que mon père portait un toast à l'héritage, à la famille et à la construction de quelque chose qui dure. Ma grand-mère écouta, les mains jointes et les yeux très brillants. « Est-ce que quelqu'un est au courant ?» demanda-t-elle quand j'eus fini. « Toi, dis-je. »« Maintenant. » Elle fut silencieuse un moment. Puis elle sourit. Pas le sourire social poli qu'elle utilisait lors d'événements comme celui-ci, mais l'autre, celui que j'avais vu toute ma vie quand elle était sincèrement satisfaite. « Va profiter de la fête, dit-elle. Je sens que le reste se réglera tout seul. » Le dîner fut long. Les discours encore plus. Celui de mon père fut le dernier formel de la soirée, et il était visiblement préparé. Il était poli d'une manière inhabituelle pour lui, avec une structure et quelques phrases qui faisaient mouche et faisaient rire la salle au bon moment. Il parla de Daniel. Il parla de la famille. Il parla de ce que signifiait construire quelque chose qui valait la peine d'être transmis. Il ne me regarda pas pendant qu'il parlait. Je m'assis avec mes voisins de table assignés, principalement des amis de collège de Daniel que j'avais rencontrés lors de divers événements au fil des années, et qui avaient toujours été gentils avec moi d'une manière un peu prudente. Celle des gens qui sentent une situation familiale compliquée et préfèrent ne pas s'en mêler. Nous avons parlé de leurs emplois, de leurs enfants, des vignobles, du vin, de la façon dont les restrictions alimentaires avaient été adéquatement prises en compte. C'était bien. C'était exactement le genre de soirée que l'on traverse et que l'on oublie ensuite en grande partie. Ce dont je me souviens, c'est de ce qui s'est passé à 20h47, lorsque mon téléphone a vibré contre ma cuisse et que j'ai jeté un coup d'œil sous la nappe. C'était un email, un communiqué de presse transféré que m'avait envoyé le cabinet de relations publiques que j'avais engagé 2 mois plus tôt pour m'aider avec le premier moment majeur de Meridian Studio face au public. L'objet disait « Meridian Studio lauréat, annonce officielle de l'initiative nationale de conception urbaine mise en ligne demain, 9h. » Je savais que cela allait arriver. J'avais postulé pour le prix. J'étais sur une courte liste. J'avais reçu un appel 10 jours plus tôt m'informant que nous avions gagné. Ce que je n'avais pas pleinement réalisé, alors que j'étais assise dans une tente de vignoble à regarder mon père faire un discours sur l'héritage, c'était l'impact de l'annonce. L'initiative nationale de conception urbaine n'était pas un prix de niche. C'était le genre de choses qui faisait le tour. Elle avait une liste de presse. Elle avait des organisations partenaires. Elle atteignait des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Meridian Studio. Elle atteignait des gens comme la femme assise à 2 tables de moi, que je n'avais pas remarqué jusqu'à ce moment-là. Une femme que je reconnaissais des publications spécialisées, qui dirigeait le bureau de développement régional de l'une des plus grandes organisations sans but lucratif d'urbanisme du pays, et qui était apparemment venue à ce mariage parce qu'elle était une amie de la famille du marié. Elle ne m'avait pas encore remarqué. J'ai rangé mon téléphone. J'ai fini mon vin. J'ai regardé ma sœur couper le gâteau et le donner à son mari et rire à quelque chose qu'il lui a murmuré. Et j'ai ressenti, assise là avec la lettre de désaveu pliée dans la petite poche intérieure de mon sac de demoiselle d'honneur, quelque chose qui n'était pas tout à fait de la satisfaction et pas tout à fait de la tristesse. C'était plutôt de l'accomplissement. Comme si quelque chose qui était resté en suspens pendant très longtemps se résolvait tranquillement et enfin. Le lendemain matin, j'étais de retour dans mon appartement lorsque mon téléphone a commencé à sonner. D'abord, c'était mon collègue Marcus qui a envoyé un SMS à 9h03. C'est en ligne. Tu dois regarder ta boîte de réception. Puis ce fut le cabinet de relations publiques. Puis ce fut un journaliste d'une publication spécialisée. Puis ce fut quelqu'un avec qui j'avais travaillé 3 ans plus tôt et dont je n'avais plus eu de nouvelles depuis. À 10h30, la femme de l'organisation à but non lucratif, que j'appellerai Patricia car son nom n'a pas besoin d'être mentionné ici, m'avait envoyé un message sur LinkedIn, professionnel et mesuré, qui se terminait par « Je n'avais aucune idée que nous étions au même mariage hier soir. J'adorerais trouver le temps de parler cette semaine. » Je lisais cela à table de ma cuisine en pyjama, avec une tasse de café, quand ma mère a appelé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a rappelé. Je l'ai laissé rappeler.
Mon père a appelé. Je l'ai laissé faire. Daniel a appelé, depuis ce qui devait être sa chambre d'hôtel de lune de miel, ce qui signifiait que quelqu'un avait jugé cela suffisamment important pour interrompre le lendemain de son mariage. Et j'ai laissé celui-ci aussi. Je me suis versé une deuxième tasse de café. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à répondre aux emails qui comptaient vraiment. Les messages vocaux sont arrivés dans une progression qui aurait presque été intéressante si je n'avais pas passé 31 ans à apprendre à lire les états émotionnels de ma famille. Le premier message de ma mère était bref et prudent. Elle avait vu certaines choses en ligne. Elle pensait que nous devrions parler. Elle voulait que je sache qu'elle me contactait. Le deuxième message de ma mère était plus long et moins prudent. Elle a utilisé la phrase « Cela nous affecte tous », sans préciser comment exactement le fait que j'ai gagné un prix de design affectait des personnes qui m'avaient formellement exclu de la famille la veille au matin. Le message de mon père était le plus court. Il a dit mon nom. Il a dit qu'il avait vu l'annonce. Il a dit qu'il pensait que nous devrions nous voir. Le message de Daniel fut celui qui me surprit le plus. Pas pour ce qu'il disait, mais pour sa texture. Il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas tout à fait du regret, quelque chose de plus comme une recalibration. Comme si elle faisait les mêmes calculs que ma mère avait fait autour de cette salade Cobb il y a des années et arrivait à une réponse différente. Claire, dit-elle, je sais que le timing est beaucoup. Je ne savais rien de tout ça. Je pense que nous devrions parler. Je les ai tous écoutés une fois. Puis j'ai posé mon téléphone face cachée sur le comptoir et je suis retourné à mon ordinateur portable. Ma grand-mère a appelé à midi. J'ai répondu immédiatement. Je l'ai vu, dit-elle. Patricia, quelqu'un de cette organisation l'a posté. Je sais. Elle m'a contacté. Ta mère m'a appelé 3 fois ce matin. Je suis désolé. Ne le sois pas. Ça me donne quelque chose à faire. Une pause. Qu'est-ce que tu vas faire? J'avais réfléchi à cela depuis 9h03. Pas avec l'urgence que ma famille semblait attendre. Pas avec le sentiment que c'était une crise nécessitant une gestion immédiate, mais avec le genre de considération lente et honnête que j'avais appris à appliquer aux choses qui comptaient vraiment. Je vais prendre un café avec Patricia, dis-je, et je vais répondre aux journalistes. Et je vais continuer à travailler. Et tes parents? Pas encore, dis-je. Peut-être pas avant un bon moment. Une autre pause. J'entendais sa respiration, calme et lente. Tu ne vas pas les laisser rentrer facilement, dit-elle. Ce n'était pas une question. Ils m'ont donné une lettre, grand-mère. Ils l'ont signée. Tous les 3. Je sais. Je ne suis pas en colère, dis-je. Et je le pensais. Vraiment pas. Mais je ne peux pas non plus prétendre qu'une bonne semaine efface ce qu'ils ont décidé un mardi ordinaire. Les gens n'ont pas le droit de faire ça. Elle fut silencieuse un moment. Quand elle reprit la parole, sa voix avait quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots précis, chaleureuse et triste, et aussi, en dessous, une sorte de satisfaction qui n'avait rien à voir avec la douleur de qui que ce soit. Tu sais, dit-elle, quand tu avais 7 ans, tu as redessiné le jardin arrière sans demander la permission. Tu es sorti un samedi et tu as commencé à tout déplacer. Ta mère était furieuse. Je me souviens que le jardin était plus beau. N'importe qui pouvait voir qu'il était plus beau. Ta mère savait qu'il était plus beau. Elle était toujours furieuse. Elle fit une pause. Certaines personnes ne savent pas être fières de quelque chose qui ne s'est pas passé comme elles l'avaient prévu. J'ai rencontré Patricia 11 jours plus tard dans un café près de son bureau. Nous avons parlé pendant 2h30. À la fin, elle m'avait présenté à 2 collègues par SMS, et nous avions planifié une réunion de suivi pour la semaine suivante. La lettre d'intention de la commission des parcs municipaux s'est convertie en un contrat signé 6 semaines après le mariage. J'ai fait entrer Marcus comme associé chez Meridian Studio à la fin de cette année-là. Au printemps suivant, nous avions une équipe de 4 personnes et une liste d'attente. Ma famille a tenté plusieurs approches au cours des mois suivants. L'approche de ma mère consistait à agir comme si la lettre était un malentendu, à ne pas l'aborder directement, mais à tendre la main avec des messages ordinaires, familiaux, qui supposaient que nous fonctionnions selon les anciens termes, une recette qu'elle pensait que j'aimerais peut-être. Une note sur la fête prénatale de ma cousine,
comme si l'enveloppe couleur crème n'avait tout simplement jamais existé. L'approche de mon père consistait à faire appeler sa secrétaire par la mienne, ce qui m'a permis de savoir qu'il avait cherché les coordonnées de Meridian Studio et demandé une réunion. Mon assistante lui a dit que je n'étais pas disponible, ce qui était vrai et ce qui n'était pas le point. L'approche de Daniel était la plus complexe. Elle a envoyé une carte manuscrite, assez longue pour être sincère et pas tout à fait assez longue pour être complète. Elle a dit qu'elle aurait souhaité savoir. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle s'attendait à ce que je fasse différemment. Elle a dit qu'elle pensait que nous devrions déjeuner. J'ai lu la carte 3 fois. Je l'ai mise dans un tiroir. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai déjeuné avec Daniel en octobre, près de 5 mois après le mariage. Nous sommes allés dans un endroit qui n'était ni l'un ni l'autre de nos habituels, un terrain neutre, ce qui semblait juste. Elle s'était coupé les cheveux. Elle avait l'air fatiguée, de cette façon que les nouveaux mariages peuvent parfois avoir quand l'énergie du mariage s'est dissipée et qu'il reste la forme réelle de votre vie. Nous avons parlé pendant un moment de choses superficielles. Son travail, pour lequel elle était douée. Son mari, qui semblait la rendre heureuse d'une manière constante, non dramatique, qui est en fait la meilleure. Le projet sur lequel je travaillais à Portland, dont elle a demandé des nouvelles avec ce qui semblait être une curiosité sincère et à laquelle j'ai répondu honnêtement. Finalement, elle m'a regardé par-dessus la table et a dit, je l'ai signé. Je sais. Je ne pense pas avoir complètement compris ce que je signais. Je l'ai regardé. J'ai pensé à toutes les manières petites et indéniables. J'ai pensé aux 45 minutes et aux 4 minutes. J'ai pensé à son téléphone, stable dans sa main à cette table de restaurant, attendant ma crise. Je pense que tu as compris plus que tu ne le dis, ai-je dit doucement, car elle était toujours ma sœur et je l'aimais toujours, mais clairement parce qu'il y avait eu suffisamment de ce type de conversation entre nous. Elle n'a pas discuté. Cela m'a surprise. Elle a regardé son verre d'eau, puis m'a regardé à nouveau et a dit, tu as probablement raison. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. J'y ai pensé depuis. Nous avons terminé notre déjeuner. Nous nous sommes embrassés sur le parking. Nous avons parlé quelques fois depuis, des conversations prudentes et honnêtes qui n'ont pas la même texture qu'avant, mais qui construisent lentement quelque chose qui pourrait éventuellement être sa propre chose. Avec mes parents, cela a été plus difficile. La lettre se tient entre nous comme un fait, et les faits ne se dissolvent pas parce que les circonstances ont changé. J'ai eu 2 appels téléphoniques avec ma mère, qui ont été civils et n'ont mené nulle part. Mon père et moi n'avons pas parlé. Je ne sais pas comment cela se terminera. Je ne suis pas sûr que cela se termine. J'ai accepté que ce soit une question que je porte plutôt qu'une question que je résous. Ce que je sais, c'est ceci. Le matin où ma mère m'a tendu cette enveloppe, elle attendait quelque chose de ma part, une réaction, des larmes ou des supplications, ou ce genre particulier d'énergie furieuse qui vient du sentiment d'être pris au piège. Elle et mon père avaient construit un moment, et ce moment exigeait que je joue mon rôle. Je ne l'ai pas fait. Pas parce que je n'étais pas blessé. J'étais blessé d'une manière profonde et silencieuse, comme le sont les choses quand elles confirment quelque chose que l'on espérait ne pas être vrai. Mais parce que la chose que j'avais passé 4 ans à construire dans cette 2e chambre m'avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas prévoir, une base dont il n'avait pas fait partie et qu'il ne pouvait pas enlever. Il pensait que la lettre était une fin. Ce fut en fait le moment où j'ai arrêté d'attendre leur permission d'être la personne que j'étais déjà devenue. Ma grand-mère m'a appelé la semaine où le projet de Portland a commencé. Elle avait vu une photo que j'avais postée du site dans ses premières étapes. L'équipe rassemblée, la qualité particulière de la lumière du Nord-Ouest Pacifique surtout. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé. Je suis resté là un moment, mon téléphone à la main, regardant le terrain qui allait devenir quelque chose que les gens traverseraient les mardis matins ordinaires et se sentiraient mieux sans savoir pourquoi. Comme un jardin, ai-je dit, qui s'est avéré mieux que prévu. Elle a ri. J'ai ri. Quelque part à travers le pays, j'imaginais ma mère remuant son thé. J'imaginais mon père dans son bureau avec son entreprise qu'il avait construite à partir de rien et dont il était si fier. Il n'avait jamais appris à être fier d'autre chose. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. J'ai retourné vers mon équipe. J'ai continué.